Le face-à-face. Et André Berkoff est en face-à-face avec monsieur Didier Lesky, qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, président de l'Institut européen en sciences et religions, et auteur de ce livre, Ce grand dérangement, l'immigration en face, et c'est de la collection Tracts de Gallimard. Didier Lesky, d'abord, c'est bien parce que vous annoncez la couleur, vous dites « je suis un fonctionnaire » et de plus en fonction, justement. Vous n'avez pas attendu de sortir du devoir de réserve ou du droit de réserve pour parler, ce qui est déjà à votre honneur, il faut le dire, parce que beaucoup de gens attendent d'être sortis ou à la retraite, ou etc. Vous êtes préfet de la République, je rappelle ce qu'a dit Clémence, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et ancien responsable du bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. Alors, cette immigration, justement, c'est le sous-titre de votre livre, l'immigration en face, et ce grand dérangement. Juste un mot, est-ce que votre éditeur ou vous avez pensé au grand remplacement ou pas du tout? Franchement. Non, mais on peut dire qu'il peut y avoir une assonance, mais l'idée c'est que dès qu'on parle d'immigration, il y a quelque chose qui dérange tout le monde parce que on a à la fois affaire à un phénomène massif, global, et puis en même temps, on a affaire à des personnes individuelles qui peuvent vivre un arrachement pour venir jusqu'ici, mais sans oublier qu'il y a plusieurs formes d'immigration et l'idée étant de remettre un peu les choses à leur place parce qu'on a tendance à ne voir aujourd'hui les débats autour de l'immigration que sur un aspect particulier qui est celle de la demande d'asile, alors qu'en réalité notre pays depuis très longtemps a une immigration qui ne se confond pas simplement avec celle qui est de la demande d'asile. D'ailleurs, vous avez fait effectivement, vous avez fait dans votre livre que je recommande dans la collection Tracts de Gallimard, vous dites il y a premièrement le demandeur d'asile, vous m'avez expliqué, ensuite les travailleurs migrants économiques qui continuent d'exister. Oui. Contrairement à ce qu'on croit, on pense que toute immigration de travail s'est arrêtée depuis 1974. En réalité, il y a toujours une immigration de travail. Elle est peut-être moindre, enfin on en parlera. Bien sûr. Elle est moindre. L'essentiel de l'immigration aujourd'hui est découplé de la question du travail, ce qui est un des sujets et une des difficultés. Et c'est le regroupement familial, vous en parlez, il y a les familles depuis 64 en 75, et enfin vous parlez des clandestins, et c'est bien enfin déjà de mettre les mots sur les mots, à ma vie, et de dire de quoi on parle. Mais simplement, il y a quelque chose qui est très frappant. Vous citez souvent le pape François. Et d'un côté, le pape François déchaîne les passions. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Il parle... Allez, je trouve que ça, des fois, il parle beaucoup plus des migrants et de leur nécessité de les accueillir tout et partout que des chrétiens d'Orient, dont il parle un peu moins. Ça, c'est personnel. Deuxièmement, effectivement, il y a des gens qui disent c'est plus possible. Je parlais du remplacement, mais qui disent voilà, on n'est plus chez nous, etc. Et d'un autre côté, des gens animés des meilleures intentions, effectivement sincères aussi, qui disent oui, mais écoutez, la France a toujours été un pays d'accueil et donc il faut accueillir. Mais le problème, c'est où on met le curseur. Alors, Didier Lesky, où mettons le curseur? Où peut-on mettre le curseur? On est en 2020 aujourd'hui, avec les problèmes qu'il y a en France, que vous connaissez au moins aussi bien que moi. La France est un pays d'immigration depuis la moitié du 19e siècle, en fait. C'est ça qui est important, avec des vagues successives qui viennent pas des mêmes endroits pendant très longtemps. Disons jusqu'aux années 80, un immigré sur deux qui était en France venait du sud de l'Europe. C'était les Italiens, les Espagnols. Jusqu'en 80, enfin des années 80. Oui, un immigré sur deux venait jusqu'aux années 80 de l'Europe et du sud de l'Europe. Et puis l'intégration européenne, le développement économique d'un certain nombre de pays, même le retour parfois d'une partie de cette immigration, on peut penser aux Italiens qui retournent en Italie, fait que cette part-là a diminué et ce qui a augmenté, c'est l'immigration qui nous vient du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne et puis aujourd'hui de pays beaucoup plus lointains qui ont moins d'histoire commune, si ce n'est pas du tout d'histoire commune avec les nôtres. Et la difficulté, c'est que Afghanistan, etc., etc. Afghanistan, Soudan, mais aussi des pays de l'Est, Albanie, Géorgie. La difficulté, c'est que l'écart entre les pays d'émigration et le nôtre
n'ont cessé de s'agrandir au sens où on n'a pas les mêmes comportements sociétaux, le même rapport à l'autre, le même rapport à la diversité. Et la particularité de nos sociétés à nous d'accueil, c'est que le spectre des différences s'est élargi. Hein, on le voit bien, à la fois en termes de population, mais aussi de culture. Et par contre, dans les pays de départ, la caractéristique, c'est le rétrécissement de la diversité, avec du reste la disparition des chrétiens d'Orient, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est un drame important civilisationnel, mais on peut penser aux communautés juives ou à d'autres types de cohabitation qui existaient, qui aujourd'hui n'existent plus, et qui fait que il y a une méconnaissance des uns envers les autres qui est beaucoup plus forte aujourd'hui, même avec des pays qui nous sont proches. On peut penser à l'Algérie qu'elle ne l'était hier. Hein. Il faut se rendre compte, par exemple, qu'un pays comme l'Algérie, depuis 1962, c'est un pays qui est fermé, qui a été fermé au tourisme. Hein, il y a pas, ce n'est pas comparable au Maroc ou à la Tunisie, et la connaissance réciproque est beaucoup plus faible, et se rajoute à ça les écarts, dont un des facteurs est bien évidemment la religion, et on ne peut pas l'écarter ou le nier, l'écarter, parce que ça a une influence très forte dans le rapport qu'on peut avoir les uns envers les autres. Mais justement, Didier Lesky, vous parlez de l'Algérie, ce qui est paradoxal, enfin, en apparence en tout cas, c'est que l'Algérie, effectivement, s'est fermée, on voit bien, ça reste un pays fermé. En revanche, l'immigration algérienne, enfin vers la France ou vers l'Europe, est encore plus forte qu'avant. Il y a quand même un déséquilibre là, tout à fait oui, patent. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. D'abord, 90% des immigrants algériens qui arrivent en Europe viennent en France. Et la particularité de notre histoire réciproque, c'est que c'est après 1962 que on a eu des vagues de plus en plus importantes d'immigrants algériens qui sont venus, immigrants de travail, mais dans une configuration très différente, parce que, pour le dire simplement, dans les années 50, les travailleurs algériens qui venaient en France, ils étaient syndiqués à la CGT. Leur référence, ça pouvait être quelqu'un qu'on appelait Messaliadj, qui était un admirateur de la Révolution française. Il y avait des Lumières, en fait. Des Lumières, il y avait des liens historiques et culturels qui étaient très forts. Et au fil des ans, et bien évidemment à partir des années 90, ces liens communs se sont perdus, et ils se sont perdus en particulier du fait de la poussée de l'islamisme qui a écarté, je dirais, nos modes de vie de manière très conséquente, et au point du reste que un jeune Algérien qui aujourd'hui arrive en France, et je le dis parce que c'est important, la première nationalité qui débarque aujourd'hui en Espagne de manière clandestine, ce sont les Algériens. Hein, il y a les Marocains, mais il y a les Algériens. Eh bien, il sait moins ce que peut être la France ou ce que sont les Européens ou les Français que ne pouvait le savoir son grand-père, par exemple. Absolument. On va en reparler après les infos avec vous, Didier Lesky, dont je rappelle le titre, Ce grand dérangement, un livre que je recommande. Et on va continuer à parler, puis avec les auditeurs de Sud Radio. Voilà, vous aurez la parole tout à l'heure, et vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300, intervenir et poser des questions à notre invité Didier Lesky, qui propose de regarder l'immigration en face. Alors on le fait avec vous aussi, et vous nous appelez. Vous pouvez aussi revenir sur les autres sujets, hein, l'infiltration du Parti communiste chinois, notamment dans les entreprises françaises, puisque ça nous concerne, et puis la France qui recule de 2 places dans le classement de la liberté de la presse. Là aussi, on vous attend. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Didier Lesky, Ce grand dérangement, l'immigration en face, un livre que je vous recommande, un petit livre, mais bourré d'informations, et surtout venant de quelqu'un qui sait de dont il parle. Vous savez, on entend souvent, et vous savez dans les médias, beaucoup de gens qui parlent de tout sans y connaître grand-chose. Ce n'est pas le cas de Didier Lesky et de son livre. Je voudrais aborder un point avec vous, Didier Lesky. C'est qu'on dit souvent maintenant, vous savez, pas seulement ici, mais dans la presse américaine, la France pratique un racisme systémique. La France, c'est toujours, ce n'est pas la puissance, toujours colonisatrice, allez, raciste, xénophobe, islamophobe, etc., etc., etc. On accuse la France de tous les maux. Mais quand on lit votre livre, on voit quand même que du point de vue de l'immigration, il faut le dire, la France est l'une des nations les plus généreuses et les plus accueillantes du monde aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Du point de vue du droit, par exemple,
on est un des pays d'Europe où les conditions pour le regroupement familial sont les plus faibles, même inexistantes quand il s'agit d'un conjoint de Français. C'est-à-dire en détail, en précision un peu. En précisant par exemple, il n'y a pas de conditions de ressources qui sont demandées ou de conditions de logement dès qu'il s'agit de ce qu'on appelle un conjoint de Français, alors que la plupart des pays d'Europe demandent des conditions de ressources et de logement. On peut y rajouter des questions de langue. Il y a beaucoup de pays d'Europe, je pense à l'Allemagne, aux Pays-Bas et d'autres, où pour avoir un visa de long séjour, on va vous demander d'abord de passer des tests de langue pour savoir si vous maîtrisez un minimum la langue avant de venir, si vous voulez, parce que c'est une condition de l'intégration. Et puis, c'est sur les questions de santé, où on a un système particulièrement ouvert qui est unique au monde. C'est ce qu'on appelle la délivrance du titre pour étrangers malades. C'est-à-dire que dès lors qu'on peut dire que le soin n'est pas accessible, c'est pas qu'il n'existe pas dans le pays d'origine, mais qu'il n'est pas accessible, eh bien on peut avoir un titre de séjour pour soins et se faire soigner comme vous et moi à l'hôpital. Attendez, Dielski, ça c'est très très important. C'est-à-dire, je suis quelque part, j'irai plus du Maroc dans un pays étranger, je suis malade, mais je n'aime pas les soins dans ce pays-là. Je peux venir temporairement et être soigné gratuitement. Ça veut dire, vous pouvez dire, oui, vous pouvez dire, je n'y ai pas accès pour des raisons, par exemple, du coût. Ce n'est pas que le médicament n'existe pas. Ah oui, si vous voulez, c'est trop cher. De manière un peu anecdotique, mais qui révèle bien parfois. L'année dernière, par exemple, vous avez 18 Américains qui ont demandé un titre étranger malade parce que c'est un pays où, comme vous le savez, il y a l'absence de frontières, fait qu'il n'y a pas d'état social comme le nôtre, et donc la dialyse peut coûter très très cher, et donc vous pouvez venir, mais l'essentiel de ceux qui arrivent viennent d'abord d'Algérie, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne. Mais d'une certaine manière, on parlait tout à l'heure de l'Algérie, l'exemple vient un peu de haut et pour nous c'est à la fois Monsieur Bouteflika par exemple. Oui, enfin on a eu des dirigeants algériens qui sont venus se faire soigner dans l'hôpital militaire des militaires français au Val-de-Grâce, en même temps qu'on a des médecins qui sont mal payés en Algérie et qui viennent ici, et on a toute une série de médecins qui aident notre système hospitalier à tenir, parce que il y a quelques années, il y a 30-40 ans, on a fait ce qu'on appelle le numerus clausus. Absolument. Et on a empêché des jeunes, d'une certaine manière, d'accéder aux études de médecine, et on a fait venir des médecins de ces pays, ce qui est indispensable pour notre système, mais qui en même temps affaiblit les systèmes de santé des pays d'origine, et on ne peut pas, à partir de là, être surpris par le fait qu'un certain nombre de personnes suivent d'une certaine manière leurs médecins pour venir soigner en France. Et Didier Lesqui, en matière de santé, donc, c'est vraiment le pays oui, on est le seul pays à avoir ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, c'est-à-dire une prise en charge médicale qui va plus loin que l'urgence. La plupart des pays se contentent de l'urgence, et même, vous prenez des pays, je reprends souvent l'exemple de l'Allemagne, parce que c'est un pays qui est proche de nous, sur le plan des institutions démocratiques, ou l'Espagne. Si vous avez contracté une maladie avant de venir sur le territoire allemand, vous ne serez pas pris en charge. Vous ne serez pris en charge que si la maladie s'est contractée sur le territoire, et si sa prise en charge présente un caractère d'urgence. Ouais. Alors qu'en France, on peut avoir contracté la maladie dans son propre pays et venir. Absolument. Absolument. Et en matière, donc ça, on a parlé de santé, on a parlé de travail, et puis la retraite. Puisqu'il y a des couples, je crois, alors là, qui n'ont jamais travaillé ou cotisé en France, qui ont droit aussi à une retraite, vous savez. C'est non, enfin vous parlez là de ce que la loi essaye la nouvelle loi essaye d'empêcher, c'est-à-dire la répartition dans des familles où un seul a travaillé, mais il peut y avoir plusieurs mariages, etc. Mais j'avais vu quand même que, attendez, un couple de plus de 65 ans, 70 ans, qui n'a jamais travaillé et cotisé en France, s'il arrive à droit quand même, je crois, quelque chose, franchement.
Alors, s'il est résident en France, oui, il aura droit aux mêmes minimums sociaux C'est ça. que n'importe quel résident en France, absolument. Oui, ça c'est. Il n'y a pas de. Dès lors qu'il est en conditions régulières et même s'il n'a pas cotisé, il a le droit aux mêmes minima sociaux. Et l'aide médicale d'État, c'est aussi bien pour les demandeurs d'asile que pour les clandestins. L'aide médicale d'État ne concerne que les clandestins. Que les clandestins. Les demandeurs d'asile, ils sont comme vous et moi, ils sont à la PUMA ou à la CMU, si vous voulez. C'est ça. Ils sont pris en charge par le système de cotisation des salariés, les demandeurs d'asile, alors que les clandestins sont pris en charge par l'impôt à travers l'aide médicale d'État. Mais la différence, c'est que le panier est beaucoup plus large. Alors, il y a parfois des discussions un peu absurdes. On vous dit, ah, mais s'il n'y avait pas l'aide médicale d'État, il y aurait des pandémies. L'Allemagne ne connaît pas l'aide médicale d'État. Elle n'est pas traversée de pandémie. Il n'y a pas de lien, si vous voulez. Et un autre domaine, je crois, où la France ne s'est pas révélée avare ou fermée, c'est l'éducation. Absolument. Mais il y a deux choses, c'est l'éducation et ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence, c'est aujourd'hui le fait que n'importe qui, quelle que soit sa situation administrative, en réalité, qui peut être clandestin très souvent, peut être orienté vers un hébergement qui peut être souvent une chambre d'hôtel ou un foyer d'hébergement d'urgence. Et nous ne regardons pas sa situation administrative. Alors que dans plein de pays, on va vous dire, ben non, si vous n'avez pas une situation régulière, vous ne pouvez pas prétendre à l'hébergement d'urgence. C'est important de rappeler tout ça parce que très souvent, les personnes, je crois, peuvent pas comprendre le débat public parce que d'un côté, on a une partie associatives ou des personnes qui vous disent eh bien la France n'est pas généreuse, elle est violente, alors que d'autres vont vous dire ben non, elle l'est trop. En réalité, la question du trop ou pas assez est à mettre en rapport avec notre capacité d'abord de travail et de logement. La crise que nous avons par rapport à l'immigration, c'est pas tant un problème de nombre, mais c'est un problème lié à la capacité qu'ont pas les personnes à trouver l'autonomie, et ça passe par deux choses, ça passe par le travail et le logement. Or, nous avons perdu beaucoup de travail peu qualifié. 10 millions de chômeurs en ce moment en France. Et un travail peu qualifié, alors que la caractéristique que nous avons comme pays, comme on dit de l'OCDE, c'est-à-dire des pays développés, c'est que près d'un immigré sur deux qui arrive à un niveau d'études qui ne dépasse pas le bac, qui en réalité est inférieur au bac. Et nous avons la perte d'emplois de basse qualification. D'une certaine manière, les usines automobiles, elles sont de l'autre côté de la Méditerranée, elles ne sont plus ici. Or, les usines automobiles étaient un des lieux où l'immigration pouvait s'intégrer, participer d'une sociabilité, être organisé, et cette absence d'organisation fait que la première organisation, malheureusement, nous constatons, c'est une organisation communautaire, et pour certaines immigrations communautaires à base religieuse, et c'est ça qui peut poser problème. Et c'est sûr, et c'est ça qui crée, il faut le dire, parce que ça dérange certains, sinon un choc de civilisation, du moins une coexistence non pacifique, un vivre pas vraiment ensemble, et c'est un des facteurs où l'immigration, on voit bien, pose problème, en tout cas pour un certain nombre de gens. On peut reprendre l'exemple de l'Algérie. Quand vous prenez des photos, par exemple, des manifestations même d'indépendantistes algériens au début des années 60, vous voyez que les femmes n'étaient pas voilées, hein, et qu'il n'y avait pas cette pression religieuse, et que la vie à Alger était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est la pression d'un littéralisme musulman qui augmente l'écart entre la société de départ et les sociétés d'arrivée. Et ce qui est vrai pour les Algériens ou pour les Maghrébins, l'est encore plus pour des Afghans. Les Afghans sont aujourd'hui une des premières nationalités qui arrivent en France en demande d'asile, et de manière même un peu particulière. Aujourd'hui, il y a plus de demandeurs d'asile qui s'inscrivent en France actuellement, alors que les transports sont diminués et qu'il y a la crise sanitaire, qu'il n'y en avait l'année dernière à la même époque. En plein Covid, vous voulez dire? En plein Covid, oui. On se retrouve juste après ceci. Et on se retrouve avec vous, chers auditeurs, qui nous appelez tous au 0826 300 300. Venez poser des questions, intervenir justement sur cette question de l'immigration. On est quand même avec Didier Lesky, qui est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc c'est le moment. Et puis vous pouvez réagir aux autres sujets, hein. L'infiltration du Parti communiste chinois et des Chinois dans les grandes entreprises françaises. Et puis la France qui recule encore de 2 places dans le classement de la liberté de la presse. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et oui, André Berkoff dans tous ses états avec son invité Didier Lesky, je rappelle, un directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui présente son livre Ce grand dérangement, l'immigration en face. C'est de la collection Tracts de Gallimard. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir au standard, au 0826 300 300. Et Florence veut réagir à ce sujet. Florence qui nous appelle du Pays Basque. Bonjour Florence. Bonjour toute l'équipe de Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Donc je vous remercie pour la qualité de vos invités comme d'habitude, des journalistes indépendants, des écrivains. Des fonctionnaires indépendants, et il y en a. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc pour en venir, juste je voulais dire 2 mots sur la liberté de la presse. Dans le film, j'ai regardé le documentaire Hold Up. Oui. Et il y a des informations très précieuses, dont notamment un investissement de 250 millions de dollars par Bill Gates dans le journal Le Monde. Et je crois que c'est moins que ça. Je crois que c'est moins que ça. Je suis pas sûr. Oui, peut-être. Mais bon, je crois que c'est moins que ça. Bizarre. Enfin, il a effectivement. Oui. Allez-y. Peut-être mes chiffres. Je suis pas journaliste malheureusement, mais. Non, mais j'ai repris les informations du documentaire, mais je pense qu'elles sont. Et pareil, avec. Alors, je sais pas si c'est 60 millions ou 660 millions. Moi, ça me paraît énorme. Vous comprenez bien. Ouais. Pour les médias, donc ça, c'est l'État, par contre, qui investit. Ça, c'est l'État, oui. Ça, c'est l'État. Je sais plus si c'est 660. C'est un ajout de 540 millions pour la presse et les médias de l'État, qui s'ajoute à des subventions déjà données. Oui, voilà. Donc quand on fait ça, on comprend bien que la presse n'est pas indépendante. Et donc je voulais ajouter ça. Et c'est vrai que le documentaire Hold Up est très très intéressant. On a quand même pas mal d'informations précieuses. Et pour revenir à l'immigration, c'est vrai que on targue les Français d'être racistes, mais quand on voit les Chinois ce qu'ils font subir aux Tibétains, parce qu'il faut pas oublier le génocide depuis 1950 des Tibétains et le reste. Et aux Ouïghours aujourd'hui, oui. Voilà, exactement, qui est un scandale. Bon, c'est vrai qu'il serait temps que les immigrés qui sont français de notre côté commencent aussi un peu à se réveiller et à dire et à prendre la parole, à dire qu'on n'est pas vraiment raciste, quoi. Il y en a marre d'entendre tout le temps ces Traoré et puis ce Rost là, le journaliste Rost que vous avez invité d'ailleurs il y a pas longtemps. C'est quand même un monde. Maintenant, ça suffit, quoi, parce que je pense que les Français on aime la différence et quand on écoute votre invité qui parle très bien de tout ce qui se passe, de la situation, donc, voilà. Donc c'était pour témoigner de ça que la France, je pense, on est encore les pays des droits de l'homme grâce à vous, Monsieur Berkoff, et à grâce à vous, moi, en tout cas, j'apprends beaucoup de choses et je vous remercie de votre combat, parce que vous prenez des risques en faisant, quand on sait que Monsieur Fortillan s'est fait interner, donc on imagine ce que nous on risque, mais c'est pas grave. Moi, je vous suis et je suivrai toujours la. Écoutez, si je me fais interner, il y a Clémence et l'équipe qui vont réagir. Bien, et je compte sur vous. J'espère que Monsieur Fortillan a de l'aide aussi, parce que. Oui, bien sûr. Florence, justement, Didier Lesky, merci en tout cas de votre témoignage. Didier Lesky, effectivement, on a souvent des auditeurs ou auditrices qui nous disent oui, mais pourquoi effectivement les immigrés certains immigrés ne réagissent pas en disant mais attendez, en France ça se passe bien. Mais je crois qu'ils le font d'ailleurs, je pense. Oui, ils le font. Du reste, il faut pas parler d'immigration générale. Il y a des immigrations différentes. Mais ce qu'on doit dire sur notre pays, c'est qu'il a fait preuve d'une très grande capacité de résilience, parce que tuer un prêtre dans une église au nom d'une autre conception de Dieu, on n'avait pas fait ça depuis les guerres de religion. Il y a eu des actes symboliques extrêmement forts et qui n'ont pas entraîné, et heureusement pour tout le monde, des réactions qui auraient été très dommageables pour tout le monde aussi, en termes de cohésion. Et je rajoute du reste, parce que j'ai été, vous l'avez dit, responsable du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur pendant des années, pendant 4 ans, que nous sommes un pays où la liberté de religion a été
extrêmement même soutenu par les collectivités locales, avec des mécanismes juridiques qui ont été historiquement utilisés pour l'Église catholique, ce qu'on a appelé les chantiers du cardinal. Mais des tas de mosquées se sont ouvertes en France grâce à la mise à disposition de ce qu'on appelle un terrain à bail amphithéotique, c'est-à-dire à bas coût, donné par une collectivité locale. Je crois que les responsables des mosquées en sont pour l'essentiel extrêmement convaincus. Le problème que nous avons, c'est à la marge des mosquées, des associations dont certaines ont été dissoutes, là, qui utilisent la religion salafiste, enfin voilà, qui utilisent la religion pour essayer d'accentuer les tensions entre l'immigration et l'ensemble de la société française, et c'est dommage. Et il faudrait y rajouter l'utilisation que font certains dirigeants de certains pays d'un discours qui est de dire en gros tout ce que nous n'arrivons pas à faire pour notre jeunesse, pour nos infrastructures, ça sera lié au fait que un jour la France a été la puissance coloniale ou colonisatrice, mais on voit bien que ça ne touche pas toutes les immigrations. Vous n'entendez pas des personnes d'origine vietnamienne, par exemple, le dire, alors que je rappelle que la guerre d'Indochine, c'est près d'1 million de morts. Absolument. Côté vietnamien. Ils ne viennent pas dire, ah oui, c'est à cause de la France qu'on est dans cet état, effectivement. C'est le vieux chantage à la repentance, on connaît ça, et c'est pas très nouveau. Et surtout, ça fait 60 ans que les indépendances ont été... ça fait quand même quelques temps. Hein. C'est-à-dire que un des sujets de l'immigration aujourd'hui, c'est le fait que certains leaders de pays continuent à avoir un discours qui vise à masquer leur propre défaillance. Bien sûr. Et ça en rajoute dans les difficultés que nous avons. C'est pour ça qu'elles sont pas très bien comprises. De l'autre côté, par exemple, de l'Atlantique, on nous accuse de racisme, alors que en réalité, notre situation est rien comparable au communautarisme américain, c'est clair, notamment. Et à l'action des policiers aux États-Unis, où on sait très bien qu'un jeune noir en voiture a malheureusement le risque de se faire tuer. C'est clair. On se retrouve tout après cette petite pause. À tout de suite. Et oui, André Berkoff, dans tous ses états, avec son invité Didier Lesky, qui lui aussi, dans tous ses états, en regardant l'immigration en face, avec son livre, Ce grand dérangement, l'immigration en face, collection tracts de chez Gallimard. Et vous aussi, vous êtes vraiment dans tous vos états, et vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, on part à Pessac et on donne la parole à Yvette. Bonjour Yvette. Oui, bonjour Yvette. Bonjour, je suis pas Pessac, je suis à Perpignan, mais c'est pareil. Très bien. Comme je voulais dire que j'étais un peu écœurée, c'était pour la presse, la liberté de la presse. Quand samedi soir, j'ai vu sur France Info, vrai ou fake, et où vous étiez vraiment la cible Sud Radio, et vous-même, surtout vous. Hein. Vous étiez vraiment la cible à abattre, vous annonciez des morts qui n'existaient pas. J'ai dit, bon, comment Sur France Info Ah oui, d'accord. Oui, samedi soir, dans vrai ou fake. Alors, où j'étais, où je me circulais sur les sites complotistes, etc. C'est ça. Je l'ai vu samedi soir, moi en direct à ma télé. Je me dis, comment ils peuvent dire ça, alors qu'il essaie non, vous invitiez des gens, mais pas forcément bien, que vous disiez que quelqu'un était mort et c'était pas trop vrai, que vous étiez trompé et tout. Ah bon et on vous a vu, vous avez dit, bah oui, ça se peut qu'une fois on se trompe, ça peut arriver, mais vraiment, ils vous ont... C'est là que j'ai vu que la liberté de la presse, pas facile quand on est une radio saine. Et pour dire au monsieur qui est avec vous, là, il parlait du pape tout à l'heure, et il parlait du pape avec les migrants. Il peut pas aider les migrants, le pape. Regardez, je me demande juste si c'est vrai. Il paraît qu'en mars-avril, quand il y a eu le premier confinement, c'est pas le pape qui devrait ouvrir le Vatican en grand et les richesses du Vatican en grand en tant que catholique, mais il paraît que c'est la mafia qui a aidé l'Italie. La mafia qui a aidé l'Italie, c'est-à-dire la mafia qui a aidé les plus pauvres, qui leur donnait de l'argent, qui leur permettait de survivre et tout ça.
Oh, je vois pas le pape en train de... Je vois pas le pape... Vous dites un discours du pape? Vous dites... Non, mais là, le monsieur, tout à l'heure, il disait que le pape, il peut pas aider les migrants. Puisqu'il aide déjà pas son peuple. Oui. Pour l'Italie, déjà. Comment voulez-vous qu'il aide l'Italie? Je ne sais pas si ce sont des faits vrais, mais il paraît qu'il n'a pas aidé rien du tout, qu'il n'a jamais ouvert le Vatican, qu'il fait pas de soupe le soir pour les pauvres et tout ça. Non, non, il reste bien confiné. Et pour finir, en parlant de notre président de la République qui a le Covid, enfin qui est positive, j'ai vu dans l'article là aujourd'hui qu'il avait tous les jours 3 médecins et 5 infirmières qui se relaient pour soigner les bobos présidentiels. Donc je dis bien 3 médecins et 5 infirmières. Voilà où ils sont, ceux qui nous vendent dans les hôpitaux pour soigner les autres. Voilà. D'accord. Où ils sont. Voilà, c'est tout. Mais le coup de gueule Yvette. pour la presse, je suis écœuré pour vous. Écœuré. C'était le jour de votre anniversaire en plus. Oui, oui, oui. Ah là là. Alors Mais là, vous vraiment, savez, quand j'ai vu ça, Elle est très renseignée, n'oubliez Yvette, jamais. Bravo Yvette et merci. Ouais. En tout cas, n'oubliez jamais l'apophthegme, la formule de Courteline. Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Donc ceci n'a aucune espèce d'importance. Didier Lesky, par rapport au pape, merci à vous. Ce que disait Yvette... Non, mais je crois que le pape a raison d'avoir un discours général qui est de dire qu'il faut faire attention à l'autre, aux autres, et qu'on appartient à une commune humanité. Voilà, et c'est ça qui était l'enjeu de l'encyclique qui vient de sortir. Après, il faut pas oublier qu'en particulier en Italie, ce sont les réseaux catholiques qui aident beaucoup les migrants à l'accueil. Alors, on a une situation particulière en Italie qui est liée peut-être à une désorganisation italienne, et qui fait que l'argent qui a été donné, en particulier par l'Europe, a pu être investi, mais c'est pas uniquement sur ça qu'on le sait, par des organisations mafieuses qui peuvent l'avoir détourné, alors que théoriquement il devait être donné pour l'accueil des immigrants ou de ceux qui ont débarqué en Italie. Mais la parole du pape, elle est importante pour rappeler quand même que on appartient tous à une commune humanité et qu'on peut pas faire n'importe quoi avec les autres, même si on est toujours obligé de faire la distinction entre ce mouvement d'ensemble qui est la migration et des situations particulières qui à chaque fois peuvent être dignes d'intérêt. Disons qu'on aurait aimé peut-être l'entendre un peu plus sur les chrétiens d'Orient. C'est un sujet, les chrétiens d'Orient, par exemple. Voilà, ou les chrétiens du Niger ou du Nigeria. Oui, moi j'ai écrit un livre avec Régis Debray sur la laïcité, justement. Régis Debray, pendant très longtemps, a beaucoup milité sur la question des chrétiens d'Orient, et c'est vrai qu'on a sous-estimé ce qui était en train de se passer et qui est un drame culturel pour nous tous, que cette disparition, cette éradication organisée par l'État islamique des chrétiens d'Orient, et on peut prendre un pays d'autres communautés d'ailleurs, comme le Liban par exemple. Être libanais, ce n'était pas être musulman, et il y a une volonté de certaines organisations, on peut penser au Hezbollah, qui est de superposer l'identité libanaise à l'identité musulmane, islamiste, et ça serait un drame pour tout le monde. Clémence. Oui, on retourne au standard au 0826 300 300. On donne la parole à Alan qui nous appelle de Charente. Bonjour Alan. Oui, bonjour. Bonjour Alan. Oui, alors moi je voudrais parler, merci à votre émission pour nous avoir fait découvrir cet écrivain. Je n'ai pas le nom de celui qui a écrit sur la Troisième Guerre mondiale. Jean Robin. Jean Robin, oui. Jean Robin, bon alors c'est simple, je n'ai pas à l'écrire. Je voudrais mentionner le fait que, oui, nous sommes dans une Troisième Guerre mondiale, et je l'ai vu moi, ayant habité l'Australie 40 ans, tout ce qui se passe à côté aux anciennes Nouvelles-Hébrides, qui est maintenant le Vanuatu, grâce à leurs prêts, en fait, ils achètent les zones de pêche, ils ont construit un aéroport là-bas qui peut accueillir
des avions militaires. Et en Afrique, c'est la même chose. Donc il y a, et je crois que les Français, et surtout notre gouvernement, Le Drian en tête, ont la tête dans le sable. Bon, alors pourquoi? Il faudrait comprendre pourquoi. On leur vend beaucoup de cognac, beaucoup de choses. Mais nous sommes en Troisième Guerre mondiale et le pire, c'est que la Chine a un allié. Et on ne pourrait pas dire que la Covid a été propagée sur la planète à cause de l'Iran, puisque le général Soleimani est décédé en janvier 2020 et que le virus s'est propagé sur la planète bien avant. Et les Iraniens ont bien dit une vengeance implacable attend les criminels. À l'époque. Oui, enfin, c'est pas l'Iran qui a répandu la Covid. Je veux dire. Non, mais bon, disons qu'ils ne sont pas mécontents de cette propagation qu'a fait la Chine, effectivement. Maintenant, si on analyse l'ADN du virus sur l'animal et sur l'homme, donc ça n'est pas sorti d'un laboratoire, ça c'est sûr. Tous les scientifiques vous le diront. Mais la Chine, la Russie, l'Iran sont en guerre contre le reste du monde, avec centrale l'Israël, la politique et c'est là que votre écrivain a raison, bien que Trump ne va pas gagner les élections, malheureusement. Écoutez, on verra ça. Non, mais n'entrons pas dans les polémiques et les spéculations là-dessus, parce que on n'en finirait pas, là. Non, ce ne sont pas des polémiques, la réalité. Il s'agit de la réalité. Il y a une association entre l'Iran et la Chine qui date de 20 siècles. Ce n'est pas négligeable. Ils ont fait encore des exercices militaires dans l'océan Indien il n'y a pas longtemps, en 2017. Oui, mais Alan, je vais vous dire quelque chose de plus fort, à mon avis. C'est que les troupes chinoises, on a appris ça récemment, ont été entraînées au Canada avec l'assentiment de M. Trudeau. Ça, c'est très intéressant. Je connais bien son père, par contre. Voilà. Et là, quand vous apprenez que les troupes chinoises, les troupes militaires ont été entraînées, ils ont caché ça, mais maintenant on le sait, ont été entraînées au Canada, pas en Iran, pas ailleurs. Je ne dis pas que ça se passe pas en Iran, au Canada. En tout cas, Alan, lisez en tout cas le livre très intéressant de Jean Robin, parce qu'il en donne beaucoup. On ne pouvait pas dire la moitié du quart des choses, mais il raconte beaucoup de précisions dans son livre sur la Troisième Guerre mondiale. Merci Alan. Allez, on va retourner au standard et on part dans les Bouches-du-Rhône cette fois-ci pour donner la parole à Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour André. Voilà, écoutez, d'abord, je vous remercie pour votre émission. Je suis vraiment ravi de pouvoir discuter avec vous. Et permettez-moi de vous souhaiter avec un petit peu de retard votre anniversaire, parce que j'ai appris que c'était le dernier. Voilà. Alors, en fait, ce que je vais tout ça va sembler sans lien, et pourtant, alors, vu le peu de temps dont on dispose, et c'est bien normal, je vais faire vite. Oui. D'abord, je trouve que alors, comme on dit, dicton, il faut d'abord balayer devant sa porte avant de regarder ailleurs. Alors, la première chose, je pense personnellement que si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce que nous avons, je remonte loin dans l'histoire, c'est parce que nous avons renoncé, abandonné nos racines celtiques et chrétiennes. C'est-à-dire que nous avons été romanisés. Or, le pouvoir aujourd'hui jacobin et parisien se comporte un petit peu comme c'est l'héritage de la romanisation et donc de l'époque de Jules César et de les Romains avaient demandé la politique et de traiter les donc ça c'est ma première chose que je voulais exprimer. Oui, mais par rapport à aujourd'hui, allez-y, ouais. Abandon des racines culturelles et spirituelles. Je comprends. Le celtique aussi, comment dire, a communié avec le christianisme très facilement, sur un plan spirituel, le lien est très facile à faire. Il n'y a pas eu de problème. Voilà. Donc, c'est un petit peu la première chose que je voulais dire, l'état actuel de la France, oui, tout de suite, André, et l'abandon, et le façon de renoncer aussi aux langues régionales. Voilà.
Oui. Alors ça, c'est intéressant, Jean-Luc. Non, mais c'est intéressant. Justement, je voudrais que Didier Lesky, s'il le veut bien, réagisse là-dessus. On parlait, vous savez, un peu de choc-civilisation, affrontement. Effectivement, ce que dit Jean-Luc, nous sommes les héritiers de Rome, Athènes, effectivement, Jérusalem chrétien, etc. Et que, effectivement, on a, dit-il, abandonné ça complètement. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ce que dit Jean-Luc, il a raison, c'est-à-dire, enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque part peut-être une espèce d'abandon de la francité, ou en tout cas de dire oui mais écoutez c'est plus le problème. Il y a ça à travers l'histoire de l'immigration, etc. Au-delà de ça et au-delà de ce qu'on a posé, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'identité qui est posé en fait, Didier Lesky? En tout cas, on peut pas imaginer qu'on puisse accueillir des personnes en nombre et que cet accueil s'accompagne d'une remise en cause de ce qu'on peut appeler nos acquis sociaux, nos acquis sociétaux, de notre manière de vivre. C'est pour ça que la question de l'apprentissage de la langue est fondamentale, parce que à travers la langue, ce qu'on apprend aussi, c'est une culture, hein, et on a des choses à défendre à travers ce que nous sommes culturellement et qui s'est construit, je dirais, à partir sur plusieurs siècles, en particulier à partir de la Révolution française. Il y a des choses là fondamentales à défendre, et si nous ne les défendons pas, ou si nous n'avons pas, et en particulier dans certains quartiers, des personnes capables de porter ce qu'on peut appeler le discours républicain ou les aspirations républicaines, eh bien, il y a quelque chose qui se déglingue au sens propre, hein, avec des affrontements communautaires qui se font jour, parce que on n'aspire plus à la même chose, et donc on n'arrive plus à vivre ensemble, à construire une société ensemble, mais plutôt à construire de qui sont dommageables pour tout le monde. Absolument. Allez, vous continuez de nous appeler 0826 300 300, de poser des questions à notre invité Didier Lesky pour parler de l'immigration qu'on regarde en face aujourd'hui. Et puis évidemment, réagissez aux autres sujets, l'infiltration du Parti communiste chinois dans les grandes entreprises françaises et la France qui ne fait que reculer dans le classement de la liberté de la presse. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov, toujours dans tous ses états, avec son invité Didier Lesky et avec vous bien sûr, qui nous appelez au 0826 300 300. Et on va filer à Levallois pour donner la parole à Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Bonjour Karine. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité Monsieur Lesky, dont je salue la démarche courageuse, puisqu'il fournit quand même des informations sur des sujets extrêmement sensibles alors qu'il est encore en poste. Il y a beaucoup de sujets très intéressants, presse, immigration, chrétiens d'Orient, la Chine, j'aurais vraiment pas le temps d'aborder tout ça. Ouais, mais juste, déjà pour revenir sur la presse, et moi je voudrais évoquer, j'espère que on me laissera en parler, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet que personne ne souhaite trop aborder, c'est les liens quand même entre Emmanuel Macron et Bernard Arnault, le groupe LVMH. Bernard Arnault qui quand même est en train d'accumuler un nombre d'investissements dans la presse. Enfin, je souhaiterais quand même rappeler qu'il a, je crois, investir la Tribune, le Parisien, les Échos, qui viennent récemment prendre, je crois, 40% de Challenge, qui était déjà un journal largement Radio Classique aussi. Oui. Oui, j'allais vous en parler, Radio Classique, bien évidemment. Et justement, alors je vous écoute, j'écoute Sud Radio très 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 régulièrement. Le matin, beaucoup, et c'est vrai que j'ai écouté de temps en temps aussi Radio Classique leur matinale, et notamment avant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, et que j'ai suivi justement toute l'évolution de leur ligne éditoriale, et aussi plus récemment tout ce qui a été dit sur Trump et sur les États-Unis pendant la campagne présidentielle. Moi, des gens des personnes comme Laurent Saïm, si vous voulez, ce qui est quand même dingue, c'est quand on regarde. J'espère que vous allez me laisser aller, parce que j'ai l'impression que on va pas passer une heure sur les journaux. Non,
Non, mais si c'est important, puisque Monsieur Leski parle de ce problème de la presse, moi je voudrais comprendre quand même. Et on sait qu'il y a des gens comme il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'entourage très proche de Monsieur Emmanuel Macron, dont Ismaël Emelien, dont Laurent Saïm, qui sont tous passés chez LVMH, sur la fiche de paye de LVMH, et qui, donc moi j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que lorsque François Fillon s'était présenté et qu'on avait fait tout un scandale de ces liens supposés avec AXA et Henri Lecastre, on ne parle absolument pas justement de ces liens-là. Et je trouve personnellement, parce que effectivement je ne suis absolument pas, je veux dire que je suis très triste de ce qui se passe et du chaos de la France actuellement sous la présidence de Monsieur Macron. Et je veux bien comprendre qu'évidemment, parce qu'il ne faut pas être naïf, que ces industriels aient des intérêts à mettre plus ou moins telle ou telle personne au pouvoir, mais lorsqu'ils voient l'effet absolument désastreux justement de ce pourquoi ils ont œuvré, je ne comprends pas. Je veux dire, je pense que Monsieur Arnaud a quand même. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Moi, je ne comprends pas comment ces personnes-là, qui, ont des intérêts, c'est clair, à mettre ces gens-là au pouvoir, pourquoi est-ce que lorsqu'ils voient le désastre que c'est, je veux dire, ils veulent continuer absolument à maintenir ces gens au pouvoir? Est-ce que Monsieur Arnaud mettrait quelqu'un comme Monsieur Macron à la tête d'une de ces entreprises? Non mais Karine, je comprends. Non, mais moi ce que je voudrais poser la question à Monsieur Attendez, écoutez-moi un tout petit peu, si vous passez votre temps à parler, il y a 30 auditeurs qui sont derrière, excusez-moi. Moi, je vais vous répondre d'abord. Parce que je vais vous dire, vous dites... Non, parce que, soyons clairs, Karine. Quand vous dites, ces industriels, maintenant, ils sont pas contents, mais ils voulaient quoi? Qu'ils renversent Macron? Le problème, il est élu jusqu'en 2022. Ah, vous dites quoi? Ces industriels qui ont mis Macron au pouvoir, ils vont le renverser. Voyons. Votre étonnement m'étonne, Karine. Non, c'est moi qui suis étonnée par votre réaction et je suis désolée de remarquer qu'à chaque fois que les quelques fois que j'interviens, vous me laissez pas aller jusqu'au bout alors que ça fait à peine une minute que j'avais parlé. Non mais laissez-moi s'il vous plaît vous répondre tout de même. Je demande pas, enfin écoutez s'il vous plaît, je ne dis pas ça, je dis simplement que j'aimerais comprendre où est leur attachement quand même pour le pays et que lorsqu'on met des personnes comme ça qui n'ont pas d'expérience, ils ont cru quoi? Qu'ils allaient tirer les ficelles jusqu'à quand? Et les personnes comme Monsieur qui sont dans le sérail. Je comprends bien que encore une fois, n'ont pas envie de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Mais tout de même, je veux dire, lorsqu'on Attendez, Karine, je suis pas d'accord avec vous. Monsieur Leski vient de faire un livre très courageux, très fort. Il dit ce qu'il a à dire. Alors c'est très joli de donner des leçons à tout le monde. Vous comprenez de là où vous êtes, mais ça va. Commencez pas à faire du jugement en permanence. Deuxièmement, réfléchissez un peu avant de vouloir parler pendant 3h30. Je vais vous dire pourquoi, Karine. Réfléchissez un tout petit peu à ça. Vous dites, enfin, soyez pas naïve. Les gens qui ont mis effectivement Macron au pouvoir, ils l'ont mis pour des raisons précises. Et croyez-moi, c'est pas vos discours qui va les faire changer. C'est tout. Après, c'est à vous d'agir. Je dis à tous ceux qui ne sont pas contents de la situation, à votre niveau, agissez. Et ne vous contentez pas de dire ah là là, qu'est-ce que c'est? Je voudrais comprendre pourquoi. Et puis simplement, je voudrais laisser la parole à Didier Leski, mais ne dites pas de Monsieur Leski qui ne veut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Pardon, j'ai pas besoin qu'on le défende. Mais là, je suis pas d'accord. Didier Leski, allez-y. Non, mais là, je j'ai pas très bien compris quelle était la question. Je crois que, par ailleurs, il est important de donner des éléments pour le débat public pour essayer de l'éclairer et d'avancer, parce que sinon, on est dans des dialogues de sourds. Et c'est ça la difficulté de l'époque. Et c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont complexe et qu'il faut aborder en essayant d'avoir le maximum d'éléments sur la table. Alors moi je le fais parce que ma conception justement du service public, c'est de dire que il faut que je mette à disposition d'une certaine manière ce que je sais, parce que c'est comme ça qu'on éclaire aussi le débat, et que être haut fonctionnaire, ce n'est pas être je dirais la grande muette militaire, et c'est pas ça ma conception en tout cas. Absolument. Allez, on retourne au standard et on donne la parole à Olivier qui vient du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour à vous, Monsieur Berkoff et Monsieur Leski. Oui, bonjour. Je voulais dire que je suis quand même d'accord sur ce qui dit sur... il y a un courage de parler de l'immigration, c'est un tabou en France, et il faut le dire clairement. Et vous aviez souligné une chose aussi, il y a 10 millions de personnes qui sont au chômage, mais il faut dire qu'il y a quand même 10 millions de personnes en France qui sont, on parle de nationaux, qui sont pauvres. Oui.
Et quand on est dans une situation actuelle avec le Covid, le confinement, moi je parle, il n'y a même pas réellement des confinements, quoi qu'on en dise, il faut arrêter l'immigration. Il faut stopper, parce que quand on entend aussi qu'il y a des migrants qui rentrent malgré le confinement, on a des élites gouvernementales en France qui ne prennent pas compte de la volonté du peuple. Et il faut un référendum, parce que le référendum sur l'immigration, on en parle. Si on le fait, je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui vont se prendre une claque. Parce que plus on va faire entrer de migrants en France qui ne respectent pas nos valeurs, notre civilisation, notre manière d'être, etc. Et il faut parler aussi de la criminalité des migrants. Moi, je félicite M. Leski, c'est vraiment quelque chose de courageux. Mais les médias ne parlent pas de la criminalité des migrants, et les Français commencent à en avoir royalement marre, et ça fait aussi, bien entendu, la droite dure en France. C'est un gros problème. Il y a aussi un autre problème sur l'OFPRA. Alors, peut-être M. Leski a un avis sur l'OFPRA, puisque je pense que... Simplement, excusez-moi, comme on arrive en fin d'émission, et j'aimerais beaucoup, votre intervention est très importante, je voudrais que Didier Leski réponde par rapport, est-ce que vraiment, c'est la question, et beaucoup de gens parlent un peu comment, il dit il y a trop de migration, on accepte encore trop de monde, et puis l'OFPRA. Je rappelle, il y a des immigrations qui sont différentes, des modes d'entrée qui sont différents. Je le dis, il y a le regroupement familial, les conjoints de Français, il y a la demande d'asile, et puis il peut y avoir de l'immigration clandestine. Il y a le ressenti, Didier Leski. Bien sûr, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le fait que il y a un découplage très fort entre le travail et l'immigration. Et qui s'est accentué au fil du temps, à partir du moment où nous-mêmes, en tant que société, nous sommes rentrés dans une crise économique extrêmement importante avec le développement du chômage. Et c'est vrai que des personnes qui n'arrivent pas à trouver le moyen de s'insérer sur le marché du travail, et qui en même temps sont là, peuvent être amenés à avoir des comportements qui sont des comportements délictuels. On peut pas l'ignorer, on comprend bien l'origine sociale du problème, on peut pas l'ignorer. Il faut faire attention sur le fait que il faut pas faire un boogie-boulga de l'ensemble des immigrations. Non, bien sûr. C'est très différent, je dirais, de venir de telle zone du monde et de telle autre. Mais il y a un problème qui est posé, évidemment, vous avez tout à fait posé, et qu'il faudra résoudre. En tout cas, merci beaucoup Didier Leski, merci. Et puis qu'on ne doit pas ignorer. On ne doit pas ignorer, absolument. Et pour ne pas l'ignorer, lisez ce grand dérangement, l'immigration en face. Et c'était avec André Berkoff. Merci à vous, André Berkoff. Dans quelques instants, Brigitte Lahaye qui parle des différentes intelligences. Sud Radio continue. À tout de suite.